Bienvenue sur Enfin Bon pour le Grand Prix du Canada, le débriefing qu'on va faire sur ce Grand Prix de circuit Gilles Neuf qui existe quand même sur la partie francophone. Donc c'est un peu le même circuit depuis 2002. 2002, c'est presque aussi lointain que tout ton carton pour les pyramides. Donc oui, c'est assez impressionnant, c'est un circuit historique, quoi. Et souvent, ils nous offrent des circuits, des courses hyper intéressantes, beaucoup trépigne, apparemment, trépigne. Et le samedi, on a affaire à une course où on a eu des petites gouttelettes. Des petites gouttelettes qu'on formait presque une bassine, qu'on permis de faire quand même une qualification originale. Et puis un dimanche qui a permis un peu plus de lisibilité sur l'ensemble, malgré un Pérez qui a complètement chu. Et le pauvre Pérez a vraiment, encore une fois, vraiment chuchu, comme on dit. Bon, pour des raisons pratiques, de compréhension, hein, nous allons continuer la suite de cet échange plutôt en français francophone. Merci de votre compréhension. Allez, on repasse en français tout de suite maintenant pour décrire le Grand Prix du Canada qui a eu lieu ce week-end. Un week-end très enrichissant, notamment perturbé par cette météo capricieuse au Canada. Pas mal de pluie qui a chamboulé les repères des pilotes et qui a créé des difficultés dans les réglages et dans le pilotage. On va y revenir. Des points clés sur lesquels revenir. Le premier, c'est évidemment la marmotte. La marmotte est-elle en voie d'extinction ? Je crois qu'on a été quelque peu rassuré ce week-end avec la présence de cette marmotte aux essais libres. Voilà, si on est amené à disparaître, l'être humain, au moins on sait que la marmotte, elle résiste. Le point intéressant pour nous, c'était est-ce que cette bataille pour la seconde place est encore en course ? Est-ce que Mercedes a fait le creux ? Eh bien non, puisque visiblement Aston Martin et Ferrari ont démontré que ce week-end que tout n'était pas fini et qu'ils étaient encore en course. Et ça fait plaisir. Et puis, écoutez, le point culminant du week-end, hein. Est-ce que Sergio Pérez est en train de creuser sa tombe, tout simplement, depuis Miami ? En tout cas, ça commence à devenir très très dur. Et c'est d'autant plus compliqué de construire une confiance lorsqu'on a un week-end aussi perturbé que celui du Canada, entre séances d'essais libres annulées, pluie pendant certaines séances, et puis finalement cette marmotte qui fait des va, des viens et qui danse avec nous. Compliqué pour les pilotes de trouver leur repère sur cette piste. Alors ça a commencé très très rapidement finalement dès la séance d'essais libres 1, puisque pendant la séance d'essais libres 1, en fait, on était en attente, elle a été mise en suspens. On a découvert la cause au bout d'un moment, donc drapeau rouge, en attente, problème de sécurité avec les caméras. Et finalement, en remontant le fil conducteur, on s'est rendu compte que c'était Jean-Louis, tout simplement, qui était en train de se faire une petite pause pancake avec sirop d'érable et qui avait laissé couler tout simplement le sirop sur la prise. Bon, malheureusement, ça nous a pris 1 heure, donc la séance d'essai libre 1 n'a pas eu lieu. Ce qui forcément impacte déjà le week-end de course. Donc les caméras en fait sur le circuit ne fonctionnaient pas. Et donc une séance d'essai libre en moins, puisqu'on ne peut pas se permettre de laisser en fait le circuit non sécurisé, si quelqu'un peut rentrer sur la piste à tout moment. Une séance d'essai libre 1 annulée, c'est d'expérience forcément en moins, des données en moins pour les pilotes. Et donc déjà c'est 1 heure en moins. Alors, comme cette séance a été écourtée pour des raisons techniques, ça a été répercuté sur une séance d'essai libre 2 qui a duré 1h30. Manque de bol, à la fin de la séance d'essai libre 2, déjà il a plu. Et puis ce format d'1h30, les équipes, elles y sont pas habituées. Du coup, elles n'ont pas eu vraiment le temps d'adapter la manière dont elles allaient créer leur programme. Sur 1 heure de séance d'essai libre 1, généralement, elles ont un programme carré, qu'elle répète à chaque fois, et séance d'essai libre 2, pareil, etc. Donc là, le fait que ça passe en format 1h30, un peu en dernière minute, ça les a un peu perturbés probablement.
plus l'apparition de cette pluie du coup en essai libre 2 qui ne va pas s'arrêter puisqu'il va pleuvoir en essai libre 2, puis il va pleuvoir en essai libre 3, puis il va pleuvoir en qualif, puis il va pleuvoir en Alsace, puis en Franche-Comté, sur la Lune. Bon, tu l'as compris, il a plu ce week-end, quoi. Donc le fait qu'il pleuve autant, forcément déjà hors course, puisque le dimanche on a eu un dimanche ensoleillé, les pilotes n'ont pas pu adapter leur réglage déjà à un réglage sec, hormis les 1h15 d'essai libre 2 qui étaient sur le sec. En plus de ça, ça vient nettoyer la piste, donc il y a moins de dépôt de gomme. Et le dépôt de gomme, en fait, des voitures qui passent et qui déposent de la gomme, c'est ce qui rend un peu la gomme abrasive. Et c'est ce qui permet d'avoir de l'adhérence aux voitures. Donc moins d'adhérence. En plus de ça, sur ce week-end, il y a eu très peu de courses. Il n'y a pas eu les Porsche Cup Series, pas de F2. Donc pas ces courses annexes qui, elles aussi, viennent déposer de la gomme et qui permettent finalement de rendre la piste plus abrasive. Donc de créer plus d'adhérence. Donc un week-end déjà où peu de données, une piste un peu plus lisse, plus enclin au survirage, sous-virage. Et donc des pilotes un peu perturbés qui doivent faire plus dans l'instinct. Et c'est ce qui nous a permis quand même d'avoir une grille de qualification plutôt originale, puisque en plus les qualifications se sont déroulées sur la pluie. Et on a eu notre Hülkenberg, deuxième sur la grille, incroyable, as au firmament. Une hola générale dans tous les États-Unis. Bon, je te rassure, il s'est fait calmer dimanche salement. Mais c'était incroyable. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un épisode complet de 1h30 sur Netflix, Try to Survive, Hülkenberg, Where Us is on the top. Affaire à suivre. Hein. Affaire à suivre. En tout cas, l'affaire à suivre de ce week-end pour nous, c'était est-ce que Mercedes a pris l'avantage dans cette course à la deuxième place constructeur par rapport à Ferrari et Aston Martin. Et ce week-end tend plutôt à nous donner tort, ce qui est bien pour nous parce qu'on veut une vraie bataille entre les trois et on veut pas que... c'est moins intéressant s'il y en a un qui prend un net avantage. Et visiblement, ce week-end, les évolutions qu'a amenées en Espagne, on l'a dit, elles étaient un peu masquées par ce week-end de course un peu compliqué pour Alonso et pour Leclerc, pour les deux leaders en gros. Et puis un peu perturbé. Et là, on a senti quand même que déjà il y avait un peu plus de contenu pour les deux. Alors niveau contenu, Ferrari était pourtant parti sur des bases qu'on connaît bien avec des qualifications ratées, 10e et 11e, des mauvaises prises de décision. Donc là, ça va, on avait nos repères. On s'y retrouvait quand même avec Ferrari niveau qualif, puisque Charles Leclerc avait demandé des pneus secs. Donc sur sa deuxième partie de qualification, où il faut rentrer dans le top 10, on a une piste changeante qui passe du sec au mouillé. Et Leclerc sent que sur la piste, elle est en train d'être mouillée, mais qu'il y a encore 2-3 tours. Il y a 2-3 tours et que du coup, il peut rester en pneu sec et passer en pneu sec et justement essayer de faire chauffer ses pneus et de faire un temps qui va lui permettre de passer en Q3. Ferrari va le laisser en intermédiaire trop longtemps et il va louper cette fenêtre-là. Et son mauvais sens du timing, Leclerc se retrouve éliminé donc de la Q3. Et donc il est 11e sur la grille. Sainz, lui, va se qualifier 8e. Il fait clairement pas des qualifs de folie. Et en plus, il gêne Gasly. Il a gêné déjà 2-3 fois pendant la totalité de ses qualifs. Alors c'était bien qu'il se mange au moins une pénalité au bout d'un moment. Il fait n'importe quoi, il regarde pas dans ses rétroviseurs. Il freine juste avant le démarrage pour pouvoir avoir un maximum d'accélération. Il regarde pas, il met en danger tout le monde. Bref, il a fini par prendre 3 places de pénalité. Et nous voilà donc avec nos Ferrari 10e et 11e. Des bases solides qu'on connaît. Cependant, et là il faut le noter, l'espoir a été permis grâce à un dimanche qui a été maîtrisé par la Scuderia. Il faut le dire parce que ça arrive pas souvent, je veux dire, on leur tire à balles perdues H24. Là, il faut le dire, le dimanche a permis quand même de rattraper le samedi et de donner beaucoup d'espoir quand même à cette Scuderia, à cette écurie qui a un peu décroché sur la deuxième place, qui a du retard en tout cas. D'abord par une question de rythme qu'on a pu voir et aussi par une question de bonne décision stratégique.
Donc 11e et 10e sur la grille, les deux Ferrari sont élancés et très rapidement elles se sont retrouvées dans le trafic parce que c'est compliqué de dépasser sur le circuit Gilles Villeneuve, particulièrement parce qu'il y a des trains de voitures et donc chaque voiture bénéficie du DRS de celle de devant, etc. Donc tant que la voiture, si vous voulez, qui est juste derrière celle qui bouchonne, arrive pas à dépasser celle-ci, en fait on est coincé derrière. Et donc Sainz et Leclerc se sont trouvés dans ce petit train-train et ce bouchon, jusqu'à ce que Russell vienne percuter le mur, je crois au 15e, 20e tour, je ne sais plus. Et là, tout le monde va faire le choix de rentrer au stand, pas Ferrari, qui, de manière très intelligente, va laisser ses deux voitures en piste, parce qu'elle sait que même sur des pneus un peu usés, elle ira plus vite que l'ensemble de ce train de voitures, aussi parce qu'elle avait plus de rythme ce week-end que sur certaines pistes. Mais là, il y avait un gap. La Ferrari, elle devait se battre avec les Mercedes, avec les Aston Martin, pas avec le reste du peloton. Et donc, elle va laisser ces deux voitures en piste et ça va lui permettre de récupérer cette 4e et 5e place, même avec des pneus un peu plus usés, parce qu'au moins, elle a plus de rythme et en fait, elle va décrocher, elle va se sortir de ce peloton-là pour imprimer son vrai rythme. Et là, en fait, on va se rendre compte que la Ferrari, que ce soit Leclerc ou Sainz, elle tient plutôt bien le cap par rapport aux Mercedes et aux Aston Martin, sachant qu'elle avait des pneus usés, que la stratégie était moins convaincante. Un autre aspect qui a donné quand même une lueur d'espoir sur la Ferrari, c'est ce rythme en pneus durs. On l'a dit, le rythme en pneus durs de la Ferrari, depuis le début de saison, il est catastrophique. À chaque fois, il s'effondre. Et là, il est quand même resté suffisamment positif. Il n'était pas transcendant, mais la Ferrari termine, je crois, à 4-5 secondes maximum de Lewis Hamilton. Et donc, on a été étonnamment bien surpris de ce rythme en pneus durs. Est-ce que Ferrari a trouvé ou non la formule ce week-end ? En tout cas, là, il y a quelque chose qui nous permet de dire que potentiellement, ils sont peut-être revenus dans cette bataille pour la 2e place. Et ils ne sont pas les seuls à être entrés dans cette bataille pour la seconde place, parce qu'Alonso est revenu après ce petit trou d'air espagnol à domicile. Aston Martin est revenu plus fort que jamais. Alors, quand je dis Aston Martin, je pense qu'on peut dire Alonso tout court maintenant, puisque de toute façon, Stroll, maintenant, il joue aux billes. En fait, il s'est inscrit comme mécanicien remplaçant. Il sera plus utile que pilote, puisque pilote, de toute façon, là, il fait plus rien. Donc il vaut mieux qu'il se mette en mécanicien remplaçant pour Fernando pour l'aider un peu à claquer des podiums. Donc Aston Martin et Alonso qui a démontré qu'ils avaient un meilleur rythme tout simplement que Lewis Hamilton et sa Mercedes, qui était l'homme fort de Mercedes ce week-end. Alonso qui s'est fait dépasser pour un départ un peu moyen par Hamilton, mais qui a prouvé qu'avec le rythme, il était supérieur à la Mercedes et puis il est venu le redépasser. Et il est resté quand même à portée de tir de Verstappen, franchement, à une dizaine de secondes maximum, sachant qu'il a dû terminer du coup la fin du Grand Prix en faisant ce qu'on appelle du lift and coast, c'est-à-dire relâcher un peu, c'est-à-dire freiner plus tôt et réaccélérer un peu plus tard pour soulager un petit peu ses freins et ses pneus, parce que visiblement ils avaient des problèmes sur l'Aston Martin, ils avaient peur que cette surchauffe des freins crée un abandon, puisque le Canada est un circuit très exigeant en termes de frein, de freinage, et donc il a dû terminer en lift and coast. Donc, lueur d'espoir quand même, parce que le rythme d'Alonso en terminant sur du lift and coast, il est quand même assez impressionnant. Après, voilà, il va pas titiller les Red Bull encore une fois, mais déjà c'est très solide. Et tous ces changements de rythme un peu et cette hiérarchie qui se resserre sur la 2e place, c'est principalement lié à des évolutions. Les évolutions majeures qu'on n'avait pas pu vraiment voir en Espagne dû au fait de course, là elles ont pu être exploitées par ces deux écuries. On rappelle que Mercedes aussi a eu des évolutions majeures et ils ont prouvé qu'ils avaient fait un petit gap, réduit un petit peu le gap avec Red Bull qui est un gouffre, le gap. Et Aston Martin et Ferrari semblent suivre le pas. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que les 3 top teams commencent à un tout petit peu revenir sur Red Bull. Bon, ils sont tellement loin de toute façon. Et ça, c'est dû à des évolutions sur les pontons et aussi sur le fond plat. Tout ça, c'est ce qui va en fait rediriger les flux d'air. C'est
extrêmement important. Donc c'est la partie aérodynamique de la voiture. Alors chaque voiture a ses spécificités. Lorsque pour Mercedes on a relevé les pontons sur les côtés, donc les flancs, pour rediriger les flux d'air différemment, chez Aston Martin par exemple on les a incurvés. Quand chez Ferrari on a rajouté des petites ailettes. Tout ça est lié au flux d'air qui rentre et comment on veut rediriger ces flux d'air sur la voiture pour permettre une meilleure adhérence et pour permettre une meilleure rentrée dans les virages, pour permettre de refroidir les pièces ou le moteur qui a besoin d'être refroidi. Donc tout ça, c'est étudié évidemment en soufflerie et visiblement, ça semble payer. Attention, et on le dit toujours, hein, parce que ça, c'est les parties visibles. J'ai parlé du fond plat, c'est ce qu'on appelle la partie cachée, puisque le fond plat d'une voiture, on ne peut pas la voir. Les fonds plats, c'est souvent justement cette partie la plus importante, mais c'est celle qu'on ne peut pas voir, mais qui influe le plus sur l'aérodynamisme. Bon allez, on termine ce petit podcast par le seul, l'unique, le grand, el señorita de señor, Sergio Pérez, qui est seulement à 69 points de Verstappen. Le Mexicain qui est en perdition totale depuis Miami. Bon là c'est vrai qu'il faut pas avoir fait un expert 7 ans en psychologie pour essayer de comprendre dans quel état est le Mexicain. Visiblement il s'est clairement pas remis de sa gifle à Miami, au Grand Prix de Miami, et depuis il sombre chaque week-end. Voilà, ça s'est dessiné à Monaco, en Espagne, abonné absence, week-end au Canada, c'était encore catastrophique. Et petit à petit, il est en train de complètement perdre pied, hein, le Mexicain. Donc je rappelle qu'à Miami, en fait, il avait fait la pole position et son coéquipier était 9e sur la grille, que son coéquipier a donc remonté la totalité du peloton, puis il a doublé pour lui mettre un bel écart quand même à la fin de la course, si je ne m'abuse. Ouais, parce que je l'ai devant les yeux, donc c'est magnifique, pour lui mettre 5 secondes 3 à la fin, voilà, en partant 9e. Donc évidemment, ça a fait très mal, surtout qu'il a battu à la régulière. Depuis, le Mexicain s'est donc crashé à Monaco, s'envoyant 22e en qualif, donc Monaco, circuit on ne dépasse pas impossible. En Espagne, il s'est loupé sur la totalité du week-end. Et là, au Canada, là c'est pareil. Là, en plus, il avait aucun rythme. Et il avait aucun rythme même sur le peu de parties de séance sur le sec, il n'y avait rien. Le Mexicain, il a complètement perdu la confiance dans son pilotage. Et là, on a l'impression de voir Bottas Hamilton, en fait. C'est à peu près ça. Hein. Si vous avez suivi un peu la F1 sur l'ultra-domination de Mercedes, on a mis Bottas à côté de Hamilton. Il a essayé un peu, il s'est fait calmer. Et puis une fois qu'il s'est fait calmer, il y a des périodes où il sombre totalement sur des grands prix. Et voilà, là, le Mexicain, il termine 6e. À aucun moment, il a inquiété même les Ferrari qui sont devant. Donc aujourd'hui, en fait, le Mexicain, il arrive plus à battre. Alors Russell s'est crashé, fort heureusement, mais sinon, il peut pas battre pour l'instant dans l'état dans lequel il est Alonso. Il peut pas battre dans l'état dans lequel il est Hamilton. Il peut pas battre dans l'état dans lequel il est Leclerc. Et éventuellement, il peut pas battre Sainz. Ça fait quand même 4 mecs déjà entre lui et Max. Et forcément, il perd des points. Il a 69 points. Donc c'est game over, mais ça, on le savait déjà. Par contre, ce qui est inquiétant là, c'est qu'il passe dans un mode, le mode Bottas, comme on l'appelle. C'est-à-dire la moustache et la coupe mulet. C'est bien dégueu quand même. Hein. On peut tout se permettre dans les pays du Nord. C'est incroyable ça. Personne ne dit rien. Hein. Et là, le problème, c'est que en plus d'être décroché en championnat, on n'attend pas qu'il soit champion du monde, Sergio Pérez. Mais là, le problème, c'est que sur une Red Bull aussi dominatrice, il ne peut pas se permettre de terminer 6, 7, 8, 9, 10 sur 10 Grands Prix d'affilée, quoi. Et à mon avis, il ne peut pas terminer jusqu'à même à la mi-saison comme ça, parce qu'il va se prendre un sacré coup de pression. Hein. Red Bull, ils rigolent pas. Hein. Vous savez comment ils sont. Horner, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode Gasly-Albon, ils n'ont pas fait dans la fioriture. Hein. Donc attention, Helmut Marko et Horner, ça rigole pas, le duo, ils sont intraitables. Hein. Donc là, Pérez en grand danger. D'ailleurs,
Je me permets de rebondir quand même sur la performance du week-end parce qu'on peut pas terminer sans une note de joie. Le Mexique a souffert, mais la Thaïlande s'est fait plaisir, comme on dit. Alexander Albon sur Williams qui a fait une performance franchement impressionnante tout le week-end. Hein. Ça se résume pas simplement à une belle qualification, ça se résume à un Grand Prix en totalité du week-end très 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 maîtrisé. Le Thaïlandais donc avec des évolutions sur la Williams assez majeures. La Williams elle a une sacrée vitesse de pointe et les qualifications ont beaucoup joué parce qu'une fois bien placé sur la grille, il a réussi ses qualifications sous la pluie le Thaïlandais. La Williams elle a bien tenu la route et il a défendu tout simplement la position qu'il avait. Alors évidemment il s'est fait passer par les deux Ferrari, mais je suis même pas sûr que les Ferrari l'auraient passé, quoiqu'elles avaient quand même un rythme largement supérieur. Mais il a quand même maintenu, il a réussi à maintenir le reste du peloton derrière. Et ça, c'est assez impressionnant parce que finalement, le Thaïlandais et Williams qui marquent 6 points qui sont du pain béni. Hein. Il finit 7ème, donc il bat à la régulière les écuries qui sont battables. Il se permet même de battre Lance Stroll qui finit un anonyme 9ème place. Et en fait, Alexander Albon marque 6 points précieux pour Williams. Il faut se rendre compte de ce que c'est en termes de points pour des écuries de fond de grille. Williams, ils se battent pour pas finir dernier du championnat. Ils se battent avec AlphaTauri, avec Haas, avec Alfa Romeo. Et c'est assez serré. Et surtout, ils n'avaient pas eu beaucoup de chance depuis le début de saison. Et là, avec ces évolutions, la Williams, elle a bien marché. En tout cas, surtout sur Albon qui a su l'exploiter. Et avec cette vitesse de pointe, il ne s'est pas fait dépasser. Il a rapporté 6 points. Et 6 points, ça fait placer Williams avant-dernier avec 7 points. Et ça leur fait quand même 5 points d'avance sur AlphaTauri qui ont 2 points. Et ça, c'est hyper important. Allez, on termine ce petit podcast donc enfin bon sur ce Grand Prix du Canada. Et là, accrochez-vous parce que là, franchement, on s'est tapé quand même. Le début de saison n'était pas foufou. Parce que pour moi, on s'est quand même tapé des purges. Là, il y a la moitié des Grands Prix inintéressants. En plus, celui qui était bien, Émilie-Romagne, il a sauté aussi. Donc là, le Canada, il m'a donné un peu de baume, un peu d'espoir. Mais surtout, il y a des beaux Grands Prix qui arrivent. Il y a l'Autriche, il y a la Grande-Bretagne, qui sont des super tracés. Souvent, il se passe beaucoup de choses en Autriche et en Grande-Bretagne. En plus, en Grande-Bretagne, Hamilton, il est on fire, donc il nous fait toujours des perfs. En Autriche, c'est un super circuit. Il y a pas mal de possibilités de dépassement. Il y a de l'usure de pneumatiques, c'est très beau. La Belgique, c'est un Grand Prix mythique. La Hongrie, c'est un circuit atypique. C'est serré, c'est compliqué de dépasser, mais c'est un vrai tracé intéressant. Voilà. Donc là, il y a des beaux circuits qui arrivent. Donc on va se faire plaisir. Et on va se faire plaisir avec enfin bon, bien sûr.